une chose qui m'a toujours intrigué chez l'être humain. C'est sa formidable capacité à imaginer des moyens qui lui permettent de se soustraire à ses responsabilités. J'ai moi-même un lot de responsabilités plutôt non désirées dont le meilleur moyen de m'y soustraire serait de racheter une fusée à la Russie et de m'en aller sur Mars où il serait alors possible de vivre dans une insouciance équivalente à la distance qui me sépare des problèmes d'origine. Malheureusement, l'humanité ne semble pas encore en mesure de m'accorder ce moyen de désertion. Mais ce n'est pas le cas des Martiens qui, depuis que j'ai commencé cette vidéo, envahissent notre bonne planète en masse et me forcent à rester au calme chez moi. C'est pourquoi je vous recommande de vous équiper de quelques outils de premier secours, une paire de lunettes de soleil, une playlist de musique classique et un stylo rempli de cocaïne. Pour les aliens, évidemment. Bien, à présent, restons posés tranquillement sur le canapé en attendant que tout cela passe et intéressons-nous à un pilier de la SF, La Guerre des Mondes de Herbert George Wells. Donc l'histoire nous est contée à la première personne par un narrateur anonyme et déjà là, je propose qu'on relève ce point. Toute l'histoire qui nous sera racontée y est présentée sous la forme d'un témoignage anonyme. Et ce choix permet deux choses. La première, c'est qu'en évacuant l'histoire du personnage, Wells en fait un bonhomme banal qui a pour rôle principal d'être un simple point de vue de ce qui nous intéresse vraiment, l'invasion. La seconde, c'est que ce simple point de vue ne se distingue pas de tant d'autres. Le héros n'accomplit rien d'héroïque et semble pas moins que n'importe qui victime des événements. Ainsi, Wells renforce l'effet de réel d'un événement surnaturel. Et nous sommes alors embarqués par ce narrateur qui nous entraîne dans cet événement. Donc, notre personnage est un Anglais parmi d'autres qui va voir un météore s'écraser sur la bonne terre du sanglier à la menthe. Avec quelques curieux, ils vont aller constater le crash et ainsi découvrir qu'il s'agit d'une invasion de Martiens. Mais la créature semble quelque peu galérer à se mouvoir et paraît donc pas si menaçante. La hype qui était à son comble s'écroule et les gens s'en vont dans une froide indifférence collective, nous laissant tout juste le temps de nous dire que No Man's Sky n'a rien inventé car les Martiens passent finalement à l'attaque à bord de monstrueux tripodes aux allures tentaculaires. L'armée va rapidement tenter de leur faire bim boum avec l'arme de destruction à la pointe de la technologie en cette fin de 19e siècle, le canon. Malgré la bonne dose d'enthousiasme, le résultat est pas top et c'est maintenant le tripode qui va faire pif pouf avec un laser appelé le rayon ardent. Suite à un coup critique doublé d'un essai super efficace sur à peu près tout ce qu'il touche, les humains se disent que c'est le bon moment pour se mettre à courir. La suite de l'histoire nous raconte donc cette guerre, plutôt inégale, entre humains et martiens. Une guerre dévastatrice menaçant toute l'humanité et qui sera traduite à hauteur du petit point de vue du narrateur. Donc, comme je l'ai dit précédemment, nous n'avons pas une vision globale des événements, mais un témoignage parmi tant d'autres de cette grande invasion extraterrestre. Nous fuyons avec le narrateur qui cherche comment survivre. Il rencontre ainsi d'autres individus dont l'histoire n'est pas plus développée que celle du narrateur. Par exemple, le vicaire que Wells nommera toujours uniquement par sa fonction. Et ces personnages sont aussi des témoignages de différentes réactions à l'invasion. Comme notre ami le vicaire, être désespéré, qui ne voyant aucune issue à la situation de l'humanité, devient lui-même un danger pour la survie de cette dernière. Donc on rencontre différents personnages qui ont tous leur manière de réagir face à l'invasion, ce qui influencera le comportement du narrateur. Par exemple, face aux désespérés, le narrateur se trouve alors inspiré d'une vaillance protectrice et déclame ainsi quelques discours réconfortants, ce qui contribuera à l'encourager lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que durant cette guerre inégale, il n'y a rapidement plus d'organisation politique ni sociale. Chacun est rendu à se débrouiller comme il peut et le narrateur rencontre différents personnages qui sont à chaque fois des exemples de type de réaction. Aujourd'hui, c'est un thème qui revient souvent et de nombreuses œuvres présentent comment des groupes d'humains s'organisent à la suite d'une catastrophe. On s'intéresse à la question de reforger une société dans des contextes plus ou moins difficiles. Et j'ai l'impression qu'à cela, Wells a une double origine. Déjà, parce que la guerre des mondes date de la fin du 19e siècle et est incroyablement explicite dans son sujet de destruction de civilisations contemporaines, ce qui fait un des premiers textes de la sorte et donc un précurseur. Mais aussi parce que son histoire s'avance très peu dans la reconstruction, car finalement, le récit se déroule seulement sur les quelques jours qui suivent le début de l'invasion. Plutôt que de réfléchir à comment l'humanité va forger de nouvelles sociétés et tout le tralala, Wells se contente de se demander déjà comment on réagit et survit dans l'immédiat, ce qui rythme plutôt bien un texte assez court. Donc un livre précurseur du genre, et par son époque de publication, et par le moment qu'il choisit de raconter. Bon, on a beaucoup parlé des humains, mais il faudrait qu'on aborde aussi les martiens, car à ce niveau aussi, le livre me semble être un précurseur de ce que sera la SF par après. En fait, on a d'un côté Jules Verne qui utilise des technologies réalistes pour des situations, disons, futuristes, et d'un autre Wells qui invente des technologies surréalistes pour des situations complètement extraordinaires. Du coup, on se retrouve avec des monstrueux tripodes qui ne peuvent que marquer les esprits. Il y a aussi d'autres vaisseaux et appareils un peu moins impressionnants, selon moi, et c'est pourquoi ils restent en hors-champ.
par là-bas. Mais revenons sur nos machines. Je crois que le tripode de Wells bénéficie d'une description assez impressionnante pour marquer les esprits de son époque. Une grosse machine tentaculaire, surplombant les maisons, capable de désintégrer n'importe quoi et de cracher une fumée noire toxique dont personne n'échappe. Moi, je trouve que ça en impose. Et je crois personnellement que la nature insolite d'un tel appareil, couplée à une description assez précise, ont contribué à ce que le tripode traverse les âges. Enfin, l'évolution de sa représentation est intéressante, car les différentes actualisations de la machine témoignent de nos avancées technologiques. Ainsi, le tripode de Warwick Gobel, réalisé fin du 19e, semble très rigide. Celui de Henrik et Alvim Correa, du début du siècle, gagne un peu de souplesse. Puis, son image ne cessera jamais d'évoluer, en arrondissant ses angles et affinant ses détails. On peut même en trouver un réalisé par l'artiste Michael Condro à Woking en Angleterre, sans compter le nombre d'hommages qui sont rendus encore aujourd'hui à cette machine. Voir un objet précurseur évoluer dans sa représentation est assez passionnant et dit beaucoup de choses sur notre propre évolution, à commencer par le fait qu'aujourd'hui, on n'aime plus trop ce qui est anguleux. Pour terminer, est-ce que je vous conseille de lire La Guerre des Mondes ? Oui, il est court, efficace et sait toujours marquer les esprits. Personnellement, je n'oublierai jamais la première confrontation entre le héros et le monstrueux tripode accourant par-dessus les arbres et collines dans sa direction. Et si vous aimez pas lire, je sais qu'il y en a parmi vous. Je vous conseille un peu le film de Spielberg pour les tripodes qui sont jolis et bien mis en scène, mais aussi, et plutôt, l'adaptation de 1953. Les tripodes y sont remplacés par des espèces de raies manta à périscope, se déplaçant grâce à la technologie du bout de ficelle, mais le film garde une douce odeur de série B très fière de montrer ses petits vaisseaux mettre le feu à des maquettes en bois et en carton. En fait, c'est moins une adaptation de La Guerre des Mondes que d'une partie d'Age of Empires 2 après avoir fait le code de la voiture. Et sur ces belles paroles, je remarque que l'invasion extraterrestre s'est retirée. C'est donc l'occasion de retrouver mes amis et d'aller nous remémorer dans la chaleur d'un bistrot nos glorieux exploits de combat contre les envahisseurs qui font de chacun de nous d'incroyables héros. Ok, on va continuer de résister bien au chaud.